Comment ils vont? On parle souvent de Big Five, pas toujours à juste titre, notamment à cause de notre Farmers League préférée, parce qu'elle dénote sur certains aspects, mais aujourd'hui, on va dresser le bilan de notre saison 2024-2025 et voir s'il y a du changement. On attaque avec l'aspect individuel, évidemment, il faut de bonnes individualités en tout genre pour avoir de bons championnats, avec un classement des meilleurs buteurs des 5 championnats respectivement. Donc on a Harry Kane en Allemagne 26 buts, Salah 29 avec Liverpool, Retegui 25 à l'Atalanta, Mbappé 31 au Real et Dembélé et Greenwood sont à égalité avec 21 buts. Donc le meilleur buteur se trouve en Espagne, c'est Kylian Mbappé, meilleur buteur européen, c'est le soulier d'or et le Pichichi. Mais il y a une stat qui m'intéresse particulièrement, c'est le ratio de buts par minute jouée, et on voit que le classement est tout autre en prenant les 5 meilleurs de chaque championnat, le meilleur de chaque championnat. En Allemagne, c'est Patrick Schick qui marque un but toutes les 80 minutes, je trouve ça exceptionnel. En Première Ligue, on l'aurait presque oublié, sauf si on a regardé ma dernière vidéo, mais c'est John Duran qui est parti à Al Nasser en début de saison à Aston Villa. C'est un ratio de 1 but toutes les 89 minutes, donc aussi un but par match en moyenne. Le meilleur buteur italien est aussi celui qui a le meilleur ratio, c'est Retegui, 1 but toutes les 96 minutes. Même chose en Ligue 1, c'est Dembélé, 1 but toutes les 83 minutes. Mais le plus impressionnant, c'est en Espagne, d'autant plus que c'est assez inattendu, c'est Sorloth de l'Atlético Madrid qui a marqué 1 but toutes les 78 minutes. Donc plus d'un but par match. Pour les meilleurs passeurs désormais, pas de surprise, c'est Salah avec 18 passes décisives en Première Ligue. On a en Bundesliga du Olysée à 15, en Serie A Lukaku 10, en Espagne en Liga 13 passes pour Lamine Yamal et 11 passes décisives pour Cherki à égalité avec Perrin. L'aspect individuel ne s'arrête pas là, pour vendre un championnat il faut des stars. Quels sont les stars dans les championnats respectivement? Alors on parle pas là de bons joueurs ou de vedettes, on parle vraiment de joueurs qui pour moi ont un statut qui se rapproche le plus de stars. En Bundesliga, on a au Bayern du Harry Kane, du Musiala, du Michael Olise, des joueurs qui font vendre le championnat extrêmement bien. Florian Wirtz également du côté de Leverkusen. En Italie, j'ai trouvé que c'était un peu plus difficile, hein. Je me suis noté du Lautaro Martinez, du Bastoni à la limite, mais toujours plus difficile d'être une star en étant un défenseur. Aujourd'hui, Paulo Dybala, je pense qu'il peut se rapprocher de ce statut-là, ainsi que Lukaku, évidemment, meilleur passeur du championnat. En Ligue 1, l'effectif de Paris est proéminent dans cette liste. Marquinhos, Hakimi, Dembélé, je pense que c'est un peu la tête de gondole du projet star, peut-être Désiré Doué, mais soyons réalistes, ça n'arrive pas à la cheville de la Première Ligue ni de la Liga. En Première Ligue, on a, je me suis noté, du Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Salah, Rice, Odegaard, Saka, et en Espagne, évidemment, c'est pareil, le Real, le Barça, pas besoin de les citer. Alvarez et Griezmann à l'Atlético, ça compte aussi pour moi. Mais les individualités, ça concerne pas que les joueurs, c'est aussi les coachs. Les coachs, ça fait vendre. On l'a vu notamment en Ligue 1 avec l'arrivée de Roberto De Zerbi. Ça a été un sacré coup de com' pour l'Olympique de Marseille. Donc en France, on a ce genre de coach qui est assez vendeur. Luis Enrique, évidemment. En Bundesliga, j'ai trouvé que c'était mitigé dans le sens où il y avait énormément de bons coachs, peu de coachs stars, vedettes. Xabi Alonso à la limite. Sinon, Top Moller, c'est juste pour le moment un super coach. Kompany, c'est sa première saison dans l'élite à ce niveau-là. Niko Kovac, Schuster, Henriksen, Bo et Seoane, c'est pareil aussi à Fribourg. Des coachs en devenir plutôt. En Liga, ça sera toujours la même tout le long de la vidéo. On a un trident magique avec les 3 grands clubs. Simeone, Flick, Ancelotti, évidemment ça vend du rêve. Valverde à Bilbao également, ça peut rentrer dans le moule. En Italie, j'aime beaucoup les coachs italiens, je trouve que la cote est un petit peu passée en dessous de celle des coachs espagnols ces dernières années. Mais quand je regarde ce qui se passe, Gasperini, Inzaghi, Ranieri, Conte, c'est ce qui se fait de mieux sur la planète foot. Vincenzo Italiano et Cesc Fabregas. Bon, Fabregas est espagnol, mais en Serie A, c'est du haut niveau. Et encore une fois, la Première Ligue est indétrônable. Pep, Emery,
Arteta, Arne Slot, et le pire c'est que tous les autres coachs que je ne vais pas citer sont des gros calibres aussi, donc encore une fois, personne ne fait le poids. Le deuxième point, ça va être l'équipe, c'est-à-dire qu'il faut un collectif après les individualités, même avant normalement. On va simplement relever des chiffres depuis la fin de cette saison régulière. J'ai pris les meilleures attaques de chacun de ces championnats. La meilleure, c'est celle de Barcelone. 102 buts, c'est les seuls qui passent la barre des 100 dans le Big Five. Et la moins bonne attaque des 5, c'est en Italie, c'est l'Inter qui a marqué 79 buts dans le championnat. C'est la meilleure attaque de Serie A sans être du coup les vainqueurs. On dit souvent que les attaques font gagner des matchs et que les défenses font gagner des titres. Naples en a bénéficié. En parlant de ça, du coup avec la meilleure défense, évidemment Naples, meilleure défense du Big Five, 27 buts encaissés seulement. Et c'est Paris parmi les 5 qui a encaissé le plus de buts avec 35. Et du coup c'est assez intéressant de voir que c'est l'Inter qui a la meilleure différence de buts, plus 82, sans être champion toujours. Et Liverpool, l'équipe qui écrasait tout en ce début de saison, et puis même tout au long j'ai envie de dire, est la plus basse différence de buts, plus 45. Et donc au total de points, c'est le Barça qui en a le plus, 88 points. Ça oscille là entre 82 et 88. Mais un bon championnat c'est quoi? C'est de la concurrence également. Que donnent nos derniers des 5 grands championnats? On va essayer de trouver le moins pire, donc entre Bochum en Allemagne, Southampton en Première Ligue, Monza en Italie, Valladolid en Espagne et Montpellier en France. Alors déjà je suis assez frappé par les 12 points de Southampton, c'est une honte absolue. La concurrence en Première Ligue est féroce, c'est pas une nouvelle, mais alors ils ont quand même le double, triple ou quadruple de budget qu'un Bochum par exemple. Alors je pense pas que ce soit si justifié que ça d'avoir 12 points. Petite note aussi pour Valladolid qui a pris 90 pions, c'est l'équipe qui a la moins bonne défense du Big Five, mais du coup le moins pire dernier c'est Bochum qui arrive à s'en sortir avec un total de points un peu plus élevé que les autres, 25, et une différence de but moins catastrophique avec un moins 34. Et enfin le dernier point de cette rubrique équipe, ça va être les performances européennes. Évidemment faut être bien représenté par ses représentants, en commençant par l'Allemagne donc. En Conference League, c'est Heidenheim qui était le représentant, ils n'ont pas passé les phases de poule. En Europa League, Hoffenheim ne passe pas les poules non plus, heureusement que Francfort était là pour relever un peu le niveau. Ils terminent en quart de finale, se font éliminer par Tottenham. Et en Ligue des Champions, Stuttgart et Leipzig ne passent pas non plus les poules. Ça a été difficile pour les clubs allemands cette année. C'est le Bayer Leverkusen qui finit en 8ème et le Bayern Munich qui a éliminé Leverkusen au tour d'avant, qui termine en quart de finale. Une campagne européenne désastreuse pour les Allemands. Ça mérite une très faible note sur 5. Mais heureusement que le championnat du millénaire fait son apparition. La Première Ligue en Europe, c'est encore très fort. Actuellement, à l'heure où je me tourne, le Betis est en train de battre Chelsea 1-0 en finale de Conference League. Du coup, Chelsea va minimum en finale. En Europa League, les deux représentants, c'est les deux finalistes, Tottenham et United. Donc encore une fois, une équipe anglaise en finale, même vainqueur. En Ligue des Champions, on peut s'attendre à mieux. City s'arrête en barrage, Liverpool en quart et Arsenal en demi. Mais dans l'ensemble, une demi-finale, ça reste plutôt correct. Et je pense qu'il n'y a pas débat sur le fait que les Anglais ont été encore une fois les meilleurs Européens cette saison. En Italie, on a la Fio qui jouait pour la 3e saison d'affilée la Conference League. Ils ont terminé 2 fois perdants de la finale. Cette année, ils s'arrêtent en demi. Bon, c'est pas non plus catastrophique. En Europa League, on a les deux Roms. La Roma s'arrête en 8ème, la Lazio en quart. Et en Ligue des Champions, c'est pas fameux dans les grandes lignes. L'Inter vient sauver tout ça. C'est pour ça que la note ne sera pas catastrophique. Mais le reste, accrochez-vous bien, ça donne Bologne ne passe pas la phase de Ligue. La Juventus, Milan et l'Atalanta se font sortir en barrage. C'est catastrophique pour le foot italien. Passons désormais à l'Espagne. Le Betis Séville en finale de Conference League est du coup actuellement provisoirement champion. En Europa League, la Sociedad s'arrête en 8ème et Bilbao s'arrête en quart après avoir fait du stop.
Et en Ligue des Champions, Gérone ne passe pas à la phase de Ligue, ça pouvait être plutôt prévisible. L'Atlético s'arrête en 8e, le Real en quart et le Barça en demi. Ça reste plutôt correct, même si on pouvait espérer mieux. Et que nous a donné notre bonne France? On a été satisfait de cette campagne pour nos clubs français de manière générale. C'est pas si exceptionnel que ça en reprenant les parcours. En Conference League, on n'a pas eu de représentant parce que Lens n'a pas réussi à se qualifier lors des tours préliminaires. Ça la fout mal par rapport aux autres pays européens. En Europa League, Nice n'a pas passé la phase de Ligue. Lyon s'arrête en quart de finale. C'est un plutôt bon parcours, mais voilà, ça ne va pas au-delà. Et en Ligue des Champions, nous étions fiers de voir Monaco et Brest se faire sortir en barrage. Ils ont passé la phase de Ligue. Mais dans les grandes lignes, c'est génial pour Brest. Pour Monaco, c'est pas suffisant. Et donc, heureusement que Paris vient sauver la baraque pour faire de cette campagne de Ligue des Champions française une réussite. Abordons maintenant le troisième point, les narratives. C'est un point que j'aime particulièrement. C'est ce qui nous rattache souvent au foot, c'est les émotions, c'est les histoires. Le premier point sera le suspense pour le titre. Alors pour un championnat convaincant, il faut ne pas savoir qui sera champion à l'avance, comme par exemple Paris très régulièrement. Cette saison, encore une vingtaine de points d'écart sur son deuxième. On a cru au départ que Marseille pouvait un petit peu raccrocher le wagon, mais ils en sont encore loin. En Espagne par exemple, c'était super, on a eu le Big Three qui s'est tenu la bourre une bonne partie de la saison, puis l'Atlético a décroché au moment crucial. S'en est suivi le duel Barça-Real qui me donne très envie de manger, soit dit en passant, qui nous a tenus en haleine quasiment jusqu'à la fin de la saison. En Bundesliga, Bayern, ça a été un bon duel. Ça s'est tenu jusqu'en février-mars, où on a eu pas mal de suspense. Après, le Bayern a creusé l'écart, donc voilà, c'est un suspense modéré. En première ligue, point négatif, on a vite compris que Liverpool ne se ferait pas rattraper malgré quelques soubresauts avec Arsenal. Mais bon, voilà, c'est, je pense, l'un des moins bons suspens du Big Five cette saison. Tandis qu'en Italie, c'est la meilleure note, c'est du 5 sur 5. On a eu du suspense jusqu'à la dernière minute, tout simplement, du championnat. Notamment cette avant-dernière journée qui donne 2 matchs nuls entre les 2 premiers. C'est exceptionnel, j'ai beaucoup aimé. S'ensuit le suspense pour les places européennes. Alors, petit coup de gueule, je n'ai pas particulièrement aimé la course à l'Europe en première ligue. Non pas que c'était pas intéressant, mais 9 équipes sur 20 joueront l'Europe la saison prochaine. C'est la moitié du championnat. Je trouve que ça perd énormément d'enjeux. Ça devient plus une rareté, plus tant un objectif difficile à atteindre. Sans parler du fait que le 12e et le 17e soient européens la saison prochaine. Ça me gêne un petit peu quand même. Dans le même wagon, on a la Liga. 8 qualifiés sur 20 équipes la saison prochaine, c'est un peu comme la première ligue, c'est beaucoup trop. Et en plus de ça, le suspense n'existait que pour la place en Conference League. En Ligue des Champions, c'était dessiné, et en Europa League aussi. Donc peu intéressant au final. Tandis qu'en Bundesliga, c'était très serré de la 4e à la 9e place, on ne savait pas qui allait finir où. C'est la même chose en Serie A, ça a été du même acabit très serré. On a eu notamment la Remontada et j'en passe, on y reviendra sur ces choses-là un petit peu plus tard. Et en Ligue 1, ça a été aussi une petite réussite cette saison, c'est le déroulement de la qualification européenne, ça a été très serré. Ce qui ternit un tout petit peu le tableau au final, c'est cette 7e place qui devient européenne grâce à la Coupe de France et à Paris. Ça englobe Strasbourg, je suis très content pour eux, je suis très content pour n'importe quelle équipe qui serait arrivée à cette 7e place, mais ça perd un peu de dramaturgie. Il n'y a personne qui est exempt de cette conversation. Voilà. Qu'est-ce que cette saison nous a raconté? Que se souviendra-t-on de 24-25? Alors en Bundesliga, c'est déjà le titre de Harry Kane, le premier de sa carrière. Je trouve que c'est un moment fort, on s'en souviendra je pense. On a eu la folle remontée de Dortmund qui a végété au milieu de tableau puis a réussi à se qualifier en Ligue des Champions. C'est un moment fort aussi sous Niko Kovac. La première saison de Vincent Kompany,
le Stuttgart qui remporte la Pokal. La première partie de saison de Marmouche aussi, je pense qu'on pourra s'en souvenir quelques temps, comme le retour de Leon Goretzka à son meilleur niveau. C'était quelque chose de tellement imprévisible. Donc la narrative de cette saison en Bundesliga, j'ai beaucoup aimé. C'est une très bonne note que je leur attribue. La première ligue ne cessera jamais de nous enchanter, j'ai l'impression. C'est magnifique aussi. On a du Salah qui devient le meilleur contributeur sur une saison de l'histoire de la première ligue. Liverpool qui égalise Manchester United au nombre de premières ligues remportées. Crystal Palace européen en finissant 12e et en remportant le premier trophée de leur histoire. Pareil pour Tottenham qui finit européen, on termine en 17e. C'est pas des choses que j'aime spécialement, mais c'est des moments de liesse et de joie, on s'en souviendra. La saison de Chris Wood et de Nottingham Forest qui fait du bien à voir. C'est une belle histoire aussi. Le passe-passe entre Klopp et Slot au micro devant les fans, pour ceux qui ont l'image, c'est des beaux moments également. Mikel Merino en neuf et le triplé de penalty de Justin Kluivert également. Et je sais pas si on peut les compter vraiment, mais la remontée de Sunderland, ça appartient pas tant à la première ligue, mais pour la saison prochaine, si. En Italie, on n'en a pas tant que ça, malgré quelques belles histoires. Le Scudetto de Naples, c'est toujours un bon moment de voir un Naples gagner un Scudetto. Pas par leur jeu, parce que franchement, c'est pas des beaux champions, mais les images que l'on perçoit après le titre, c'est magnifique. La Remontada, donc on l'avait évoqué tout à l'heure, sous Ghisolfi et Ranieri pour aider le club. C'est un moment un petit peu charnière dans l'histoire du club, peut-être même. Bologne qui remporte la Coupe d'Italie, les supporters l'attendaient tant. La saison de Scott McTominay également un cran plus haut, ou Nico Paz, la révélation, on s'en souviendra. En Espagne, quelques chouettes moments également. On a au tout début de saison le retour de Wolves Chesney qui était retraité, il sort de sa retraite pour aider Barcelone. Je trouve que c'est un moment iconique. Kylian Mbappé qui passe d'un début de saison quasi catastrophique au vu de certaines performances à être soulier d'or et Pichichi en finissant en fanfare. Cette saison en Liga, ça a également été le retour des vrais classicos. On a enfin ressenti une certaine atmosphère et un certain niveau de jeu que ces deux équipes méritent et devraient avoir en permanence. 4 victoires et plutôt écrasantes de Barcelone, c'est le retour également du Barça. L'explosion définitive de Lamine Yamal, les surprises brésiliennes Rafinha et Anthony qui se sont réveillés et correctement. Isco qui nous fait une énorme saison et qui lui permet de retrouver la sélection 6 ans après. Non, il y a de belles choses à raconter évidemment. Et en France aussi, de belles histoires. Les conférences cam des présidents qui ont fuité, ça c'est des moments d'histoire. Et un peu plus sérieusement, ils nous ont fait vibrer en Europe malgré tout. Le PSG c'est pas terminé, rendez-vous le 31 pour un moment historique peut-être. Et Lyon qui est passé tellement près d'atteindre un tour de plus. Ce match contre Manchester United est tellement iconique je pense pour l'histoire de l'Europa League. On en reparlera également. Ousmane Dembélé et Désiré Doué en début de saison, personne n'aurait pu prédire ce qui allait se passer pour eux. La saison de Strasbourg sous Liam Rosseignor, c'est pareil, c'était quelque chose d'inattendu et de très plaisant à voir. Nabil Bentaleb qui revient après des soucis de santé et qui en plus de ça marque pour son retour, moment d'histoire forcément. Amine Gouiri, l'éternel espoir qui convainc un mois sur deux, qui débarque à Marseille et est un énorme contributeur de la qualification en Ligue des Champions pour les Phocéens, ça également. Puis ça concerne la Ligue 2, mais comme pour Sunderland, on va les évoquer, le Paris FC, peut-être un tournant de l'histoire du championnat de France. Mais pour terminer les narratives, les histoires, c'est aussi des fins. Donc nous allons citer quelques joueurs ou coachs qui prennent leur retraite ou partent de leur club et où ça fait un petit quelque chose. En Bundesliga, évidemment, Thomas Müller, comment ne pas le citer. Xabi Alonso, le dieu de Leverkusen. Le pincement est moins grand pour Giovanni Reina à Dortmund, mais c'est un joueur qui a été formé là-bas, post-formé. En Ligue 1, Lacazette et Cherki, ça fait quelque chose.
notamment et surtout pour Alexandre Lacazette, le général. Modric et Ancelotti pour le Real, des monuments du club. En Italie, Hummels s'en va. Pas une grande histoire avec la Roma, mais c'est probablement pour s'en aller dans une destination beaucoup plus faible, la fin d'un grand joueur, peut-être également, et des grands coachs qui tirent leur révérence dans les clubs dans lesquels ils viennent de performer. Antonio Conte à Naples, Gasperini à l'Atalanta et Claudio Ranieri à la Roma. Mais encore une fois, la Première Ligue ne laisse pas sa part aux chiens. Kevin De Bruyne s'en va de Manchester City, une légende sans aucun conteste là-bas. Jamie Vardy à Leicester, n'en parlons même pas, je pense que les frissons vont débarquer. Trent Alexander-Arnold qui s'en va de Liverpool, moi ça me fait quelque chose et j'en suis assez triste, même si j'en suis aussi heureux pour lui. Dans une moindre mesure, Johnny Evans, c'est un joueur de Manchester United, il y a joué plus jeune, il est revenu essayer d'aider le club comme il le pouvait, et peut-être le départ de Bruno Fernandes. Nous arrivons au quatrième point, le championnat. Alors le championnat, ça comporte quelques données qui restent souvent subjectives, qu'on va citer, notamment l'arbitrage. Alors l'arbitrage dans sa globalité, que j'ai détesté en Liga espagnole, que j'ai trouvé mauvais de bout en bout, en partie par la faute du Real Madrid notamment, qui a mis une telle pression sur ces derniers, mais ça a rendu la compétition tellement nocive au final. J'ai pas du tout aimé ce qui s'est passé, ça s'est ressenti sur eux. A contrario, en Bundesliga, j'ai plutôt apprécié l'arbitrage. En Première Ligue, quelques débats dans tous les championnats. Il y a des débats, évidemment, mais en Première Ligue, encore une fois, j'ai trouvé ça correct, relativement pas trop mal. Pour être franc, l'Italie, c'est l'un des championnats que j'ai le moins regardé. En France, c'est pareil, entouré de beaucoup de débats. On a énormément relevé le moins bien parce qu'il y en a eu, il faut le dire. On parle pas aussi du positif, ça n'a pas été si catastrophique que ça dans l'ensemble, je pense. Voilà. Du coup, tant qu'on est dans l'arbitrage, petite donnée carton jaune et carton rouge. Alors les cartons jaunes, c'est en France, en Ligue 1 et en Italie qu'il y en a eu le moins de distribués, une moyenne de 3,79 jaunes donnés par match, contre 4,46 en Espagne. Les cartons rouges, c'est en Première Ligue qu'on en donne le moins, 0,14 cartons rouges par match en moyenne, contre 0,22 en France, donc c'est un peu plus. Les affluences dans les stades, alors à prendre avec des pincettes, les chiffres mentent un petit peu, les données sont différentes selon les sources, donc j'ai essayé de faire une moyenne. On aurait une meilleure influence en Première Ligue avec 97,8% de remplissage des tribunes. La moins bonne serait en Espagne, 75,4%, ça me paraît très faible. J'aimerais en connaître les causes, je suis pas dans les insides, j'ai pas toutes les données, mais ça me paraît vraiment faible. En France, on serait à 86,7%. C'est un chiffre qui serait en hausse, ça c'est très bien pour la Ligue 1. On n'est pas encore au niveau de la Bundesliga ou de la Première Ligue, mais chapeau. Les audiences, c'est pareil pour les chiffres à prendre avec des pincettes, mais évidemment la Première Ligue est première sans aucun souci. J'ai été surpris dans ce que j'ai trouvé de voir que la France avait une meilleure audience que l'Italie. Alors c'est pour ça que je vous demande de les prendre avec des pincettes, ne vous y fiez pas. Encore un peu de subjectivité. Au niveau des commentateurs, c'est important quand on regarde un match. J'ai beaucoup aimé Sabatier en Bundesliga. C'est un homme qui anime un match, qui te le fait vivre, même une plus petite rencontre. François Marchal en Première Ligue, c'était bien aussi. Petit coup de gueule contre la Team Dada en Liga, Da Fonseca, Da Silva. J'ai moins aimé. J'ai trouvé qu'il y avait un peu de lâcher prise sur le football à proprement parler. Ça parle beaucoup de choses à côté. Ça anime peu le match sur les moments de mou. Ils assument les mous et je pense pas que ce soit forcément un bon choix. C'est-à-dire qu'on s'endort avec eux, ils nous aident à nous endormir. Ils critiquent clairement ouvertement ce qu'ils sont en train de voir. Et bon, c'est vrai que c'est pas très vendeur. L'Italie, c'est pareil, je vais pas me prononcer. Les matchs que je regardais étaient souvent mis à part quand l'équipe est arrivée pour avoir les droits sur des sites un peu frauduleux. Et en Ligue 1, j'ai pas été un grand fan, mais surtout du consultant, souvent. J'exemple Walid Acharchour de ça parce que je l'apprécie plutôt bien. Mais quand on a du Bafé Gomis, c'est franchement beaucoup trop léger.
J'aime le joueur, la personne, il n'y a aucun souci, mais il y a encore un peu de travail. Ainsi que la réalisation des matchs, ça comporte donc l'aspect caméra, comment c'est filmé, ça comporte aussi les montages, les animations. La première ligue sur ça est exemplaire évidemment. Ils te font vivre un West Ham Fulham comme si c'était une finale de Ligue des Champions, rien qu'à la composition d'équipe. C'est magnifique, ça t'emmène. La Bundesliga, pas grand chose à signaler, c'est bien, j'aime beaucoup. En Serie A, du coup, non noté, encore une fois. En Espagne, ils captent de belles images avec leur caméra un peu spéciale là, mais franchement, c'est à peu près tout. Si, ils ont de bonnes animations pendant les matchs, mais les caméramans, il y a un souci. Tu peux pas avoir de si bonnes caméras et si mal t'en servir, dans le sens où les ralentis choisis sont toujours les mauvais et il y a des ralentis sans cesse pendant le jeu qui te coupent des actions. C'est très pénible. Et on trouve le même souci en France, beaucoup trop de ralentis et souvent les mauvais. Sauf qu'en France, on ajoute à ça des tableaux d'affichage, des animations de score, de buts qui sont vraiment très moyennes, très amateurs, je trouve. Espérons qu'on aura un peu mieux l'année prochaine. Et pour finir avec ce thème, dans les championnats, on a un ratio de buts qui me semble assez important. On veut voir du spectacle et sans surprise, la Bundesliga est au-dessus des autres. 3,13 buts par match. Et encore sans surprise, en Italie, 2,56 buts par match, c'est la plus basse moyenne. En France, on n'est pas trop mal, on est à 3 buts par match en moyenne. Voilà, c'est correct, c'est la moyenne. Rentrons maintenant dans les plus, ce sont des données ou des choses qui ne rentrent pas en compte directement dans les matchs. On a par exemple les salaires et budgets. Alors évidemment, la Première Ligue est tout devant, la Ligue 1 est tout derrière. Alors là aussi, tant que je suis dans les chiffres, salaire et budget, c'est souvent des chiffres qui varient selon les sources, mais du coup à mettre au crédit de la Ligue 1 qu'avec un plus faible budget, une plus faible masse salariale, etc. On essaye de faire jeu égal avec des plus grosses finances que nous au final. Après, si je veux être plus tatillon, dans cette moyenne, je pense que dans la moyenne budgétaire, on s'approche par exemple de budgets tels que le budget italien et qu'on fait largement moins bien sur la scène européenne. D'autres chiffres, le pourcentage de victoires à domicile est le plus fort par exemple en Ligue 1. 47% des équipes qui jouent à domicile remportent leur match contre 39% seulement en Bundesliga. C'est presque 10% d'écart quand même, c'est assez important. Mais ce qui est chouette aussi avec notre Ligue 1, c'est que c'est le plus bas taux de match nul. 20% seulement de match nul en Ligue 1. Il y a souvent un vainqueur et ça, c'est pas pour nous déplaire. Une donnée qui m'impressionne toujours, car c'est une donnée mentale, c'est à quelle fréquence arrive le plus souvent un but. Le but arrive le plus souvent entre la 45e et 60e minute, juste à la sortie de la mi-temps. On entame la deuxième période, c'est là qu'il y a le plus de buts dans tous les championnats, dans les 5 grands en tout cas. Et c'est pareil pour le score le plus fréquent, c'est le 1-1 dans les 5 grands championnats. On voit que le championnat qui accueille le moins d'étrangers, c'est la Liga. Ça ne m'étonne pas, 208 étrangers dans le championnat. C'est quasiment pas loin de 2 fois moins que la Première Ligue par exemple. Ça ne m'étonne pas, c'est des championnats, des clubs qui sont beaucoup axés sur la formation. Donc énormément d'Espagnols dans ce championnat. A contrario, la Serie A est le championnat qui en accueille le plus, 384 étrangers. Donc c'est presque le double. Et ça m'étonne pas trop historiquement, c'est vrai qu'on a beaucoup d'Argentins, de Sud-Américains de manière générale, des Argentins, des Colombiens, tout ça. Également, on est en Europe, donc on a des joueurs de tous les championnats européens qui débarquent facilement. Le championnat avec le plus de pénaltys est la France, 93 pénaltys, c'est un ratio de 0,3 pénaltys par match, c'est énorme. Contre 0,18 en Première Ligue, très peu de pénaltys. Ça va dans le sens des fameuses règles à l'anglaise avec le laisser jouer. Quel est le championnat le plus maladroit? Celui qui met le plus de buts contre son camp, c'est la Serie A, 0,10 buts contre son camp par match, 0,1. Alors c'est très peu significatif, en gros ils ont mis 37 buts contre son camp sur la saison. Les moins malhabiles, ce sont les Espagnols, 26 buts contre son camp lors de la saison. Et pour terminer cette vidéo, on va parler d'âge. L'âge des joueurs, ça m'interpelle. Dans les 5 grands championnats, le championnat le plus jeune parmi les 5 est le championnat allemand avec une moyenne de 25 ans
26 pour arrondir, mais 25,9 ans en moyenne. Tandis que la Première Ligue, la Serie A et la Liga sont à égalité avec 26,5. Donc en réalité, il y a très peu d'écart. Hein. Une équipe tourne avec en moyenne un âge de 26 ans. J'ai donc relevé la plus jeune équipe de chaque championnat. En Première Ligue, on a Chelsea avec 24 ans, Stuttgart en Bundesliga 23 ans,7, Lecce en Italie 24 ans,7, 24,3 ans. Le Barça en Liga c'est 23 ans et demi et Strasbourg en Ligue 1 21,5. C'est l'équipe la plus jeune du Big Five, 21 ans et demi. Le dénominateur commun de ces 5 équipes, ce sont des équipes qui réussissent. Plutôt, Stuttgart a gagné la Pokal, Chelsea s'est qualifié en Ligue des Champions. Je ne sais pas ce qui se passe en Conference League actuellement, mais peut-être qu'ils vont la remporter. Lecce a réussi à se maintenir, c'était pas une mince affaire en Serie A. Le Barça est au top, ils ont gagné le championnat. Et Strasbourg également, une saison au top, on va pas la refaire. Alors est-ce que être jeune ça veut dire être bon? Pas forcément, parce que je l'ai fait dans le sens inverse et j'ai relevé les 5 équipes les plus vieilles. On a donc l'Inter qui est l'équipe la plus vieille d'Italie avec 29,1 ans de moyenne d'âge. Donc sacré contraste avec le PSG, on sait que c'est une équipe plutôt jeune. Donc est-ce qu'il faut être jeune pour gagner? Non, pas forcément. En Allemagne, on a l'Union de Berlin, 28,3 ans. Fulham pour l'Angleterre, 29 ans, 20,2,3 même. Vallecano en Espagne, 29,3 ans. Et Brest en Ligue 1, 27 ans. Ça reste relativement jeune. C'est l'équipe la plus vieille qui est la plus jeune parmi les plus vieilles du Big Five. Ça voulait rien dire. Bon, j'espère que c'était plutôt clair. Voici en tout cas le bilan de la saison 2024-2025 dans le Big Five. C'était génial. Il y a du très lourd qui arrive. Ça fait 2 vidéos que je vous dis ça. Mais je vais vous le dire, c'est parce qu'on va couvrir un maximum l'Euro Espoir qui arrive d'ici quelques jours. Donc restez branchés parce que ça va être, je pense, très animé.